Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, en ce mois de décembre 2024, pour la dernière vidéo de l'année, bon d'habitude je prends soft et cette année ce sera pas soft, mais c'est pas grave. Donc c'est Marie Desgrazia, la personne qui illustre cette vidéo, et donc Marie Desgrazia, elle est spécialisée sur tout ce qui est réponse à incident. Et elle a notamment publié donc un article sur les traces que laisse le client RDP, pas le MSTSC classique, mais le client RDP qu'on trouve sur le Microsoft Store. Et du coup je me suis dit tiens, on va faire un peu de Blue Team, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait sur Acksize, et on va creuser un Sherlock où il y a notamment de l'authentification RDP, on va en reparler. Voilà, donc comme d'hab je mets le lien sous la vidéo, je vais aussi mettre le lien sous la vidéo d'une minute relou, mais je commence par la minute frime, la dernière minute frime de l'année, et elle est de justesse puisque je suis repassé sur Hack the Box, sur le classement français. Je suis passé second, hein, donc je reprends la médaille d'argent entre guillemets, et je l'avais pas, je pense qu'en 2024 j'avais pas eu la seconde place, hein. La dernière fois que j'étais second c'était en 2023, donc au moins j'aurais pu dire que j'étais aussi second français en 2024, même si la première place j'aurais pas réussi à la reprendre en 2024. Je pense que la dernière fois que j'étais premier français c'était en 2023 voire 2022, ça passe vite. Voilà pour la minute frime et la minute relou. Donc là on va parler un peu politique. Donc il y a Yogosha, une entreprise française assez connue pour le bug bounty, une des premières à proposer le bug bounty, qui fricote on va dire avec un ancien client de la Hacking Team. Donc là on voit en photo le DG de Yogosha, et avec Yassir Kazar qui est donc à droite le CEO de Yogosha, et à gauche c'est Mohamed Al-Kouwaiti, donc un ancien client de la Hacking Team. Tout ça c'est documenté dans l'article. On voit notamment des mails qui avaient fuité justement à l'époque du piratage de la Hacking Team par Finage Fisher. Et du coup c'est assez dommage parce que en fait le CEO d'Yogosha se présentait comme un activiste, hein, avant, hein, ça date un peu, et donc maintenant il est plus trop activiste, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisqu'il fait des transactions, enfin on va dire il fait du business avec une personne qui était cliente donc de la Hacking Team. La Hacking Team, pour rappel, hein, c'était une entreprise qui vendait, je sais pas si elle existe toujours, il y a moyen, mais on en parle moins. Et donc elle vendait des armes numériques utilisées pour tout ce qui est lutte contre les droits humains, donc pour espionner les journalistes, les militantes, les opposants politiques, et j'en passe. Voilà, donc c'est une trajectoire de vie assez triste, hein, de passer de activiste à c'est l'argent qui m'intéresse. Et pour le coup, j'espère que ça sera pas le cas, mais en tout cas Phineas Fisher, lui, il a pas fait cette trajectoire-là, il est toujours pas intéressé par l'argent, et de toute façon je pense qu'avec le dérèglement climatique, l'importance de l'argent va être moindre dans le futur, on va retrouver un peu le hack politique qu'on avait pu avoir dans les années peut-être plus 80-90 et qui a un peu disparu au profit de... Aujourd'hui, hein, la plupart du hack c'est quand même lié à de l'argent. Voilà, et donc aujourd'hui on va regarder ce qu'on peut faire si justement on cherche à retrouver les traces que laissent les hackers, que ce soit des motivations politiques ou pour l'argent. Avec cette, on va faire donc une Sherlock qui s'appelle Hunter, et donc on va faire l'interminable chasse, puisque un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Hunter qui est ici, donc elle est insane, hein, donc je vais essayer de faire simple et pas trop long, mais bon, hein, c'est une insane, donc ça va être assez costaud en cette fin d'année. Donc, on commence par télécharger l'archive proposée. Ah oui, j'ai oublié de le montrer. Tac.
tac, tac. Donc ça, on n'en aura plus besoin, je peux l'enlever. Donc je clique sur Enter et on a une archive à télécharger ici, avec le mot de passe qui est ici, et on a une série de questions, hein, comme tous les Sherlock. Et je vais, comme tous les Sherlock aussi d'ailleurs, je vais pas y répondre dans l'ordre des questions, puisque après chacun et chacune a sa manière de faire son investigation et va trouver pas forcément dans le même ordre les réponses. Mais je vais proposer la réponse qui est la plus logique pour moi en tout cas. Voilà. Et donc on télécharge cette archive hunter.zip, dedans on a hunter._acquisition et on a donc un pcap, une capture réseau, et on a un deuxième zip qu'on redécompresse pour récupérer une acquisition capée, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, qui récupère donc tous les artefacts intéressants d'une machine. On va voir ça après. Alors, une fois qu'on a vu un peu ça, on voit que ça va être du Windows, et comme elle va être assez touchy, on va sortir c'est une sign, hein, donc on va sortir l'artillerie loot. Donc pour cela, on va sortir pas mal de traces, et on va foutre ça dans Splunk. Donc, dans un premier temps, on va aller sur le lecteur où j'ai mis tout ça. Je vais faire des copier-coller pour gagner du temps. Donc, j'ai extrait tout ça là-dedans. Évidemment, si le copier-coller marche pas, ça va être compliqué. Tac. On n'arrive pas. On va lancer un autre pad, plus. On aura besoin plus tard de toute façon. Je vais jouer comme ça. Tac. Tac, tac. Voilà, si le copier-coller fonctionne bien. Donc, je vais dans le répertoire en question. Je vais lancer... Alors pareil, j'ai déjà mis tous les outils. Donc dans un premier temps, on va récupérer tout ce qui est MFT, Master File Table, avec un outil de Eric Zimmerman. Et je vais mettre tout ça dans Output CSV, un répertoire que je vais créer de ce pas. Je vais le créer donc dans le Hunter Acquisition ici. On va faire un nouveau répertoire qu'on va appeler Output CSV et je vais mettre tous les CSV dedans. Donc c'est parti pour récupérer les traces dans la MFT. Hein. Donc traces dans la MFT, ça va être principalement être tout ce qui est création de fichiers sur le disque de cette machine, avec le timestamp, hein, c'est évidemment super intéressant comme trace pour voir un peu tous les fichiers qui ont existé sur cette machine. Alors ça prend un peu de temps parce que là c'est pour le coup hein, elle est assez réaliste comme investigation et il y a beaucoup de données. Ensuite on va extraire avec EVTX, ECMD, donc tous les logs, tous les journaux Windows présents dans le répertoire Windows, c'est Windows System 32 WinEvent, WinEVT, et tout ça on va pareil le mettre en CSV dans le même répertoire. Donc pendant que ça tourne, je vais vérifier qu'on a bien récupéré les MFT dans ce répertoire output CSV. Donc on voit que ici la sortie de MFT est bien faite. Et donc on a un nouveau fichier CSV qui est en cours de création pour récupérer tous les journaux Windows de la machine en question dans un CSV. Et c'est vrai que je suis parti vite là, j'ai pas sorti le scénario. Donc le scénario c'est quoi? C'est un SOC analyst qui a une alerte de mouvement latéral et d'attaque de credential stuffing. Donc il envoie ça au SOC niveau 3 et le SOC niveau 3 creuse, il voit qu'il y a un vrai problème. Et donc c'est à nous d'analyser ce vrai incident. Pour une fois c'est pas un faux positif, il y a vraiment compromission. Et donc il parle aussi de problèmes de capture réseau, donc on n'a pas tous les flux réseau on va dire de la cyberattaque, donc on va faire avec ce qu'on a. Par contre il parle pas de problème en termes de récupération d'artefacts sur la machine Windows en question. Donc l'extraction en CSV des journaux Windows est faite. Alors je vais aussi faire un truc qui est moins connu, mais qui va servir, sinon je le ferai pas.
c'est extraire les traces du Search Index DB Reporter, donc avec l'outil d'ailleurs qui est ici sur le GitHub. Et donc ça va être des traces liées à ce service de Windows qui a une base de données Windows EDB qui contient des traces intéressantes de tout ce qui est recherche dans le système. Donc je vais récupérer ces traces là aussi dès à présent. La commande elle est là. Hop. Bim. SIDR. Ah ouais, je me disais qu'il y a un truc qui allait pas, là j'ai copié le chemin avec, ça risque pas de marcher. Hop. Voilà, il a bien found One Windows Search Database. Et est-ce qu'il m'a bien sorti un CSV? Oui, mais je les ai pas mis, il y en a plusieurs, dans le bon répertoire. Donc je les déplace, CTRL X, CTRL V. Il y en a un qui est vide, donc on va pas l'importer. Il y en a deux autres qui ont des informations. Voilà, et enfin la petite dernière, le AM Cache Parser, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo. Donc pareil, je vais pas en parler trop. Je vais essayer de me concentrer sur les choses dont on n'a pas parlé précédemment, surtout que comme c'est une insane, il y a beaucoup de choses à dire. Et est-ce qu'on est bon? AM Cache, ils sont là. Parfait. Je pense qu'en termes de traces, on est pas mal pour pouvoir démarrer cette investigation. Et donc, comme je le disais, on va utiliser Splunk. Splunk, pour le coup, je l'ai pas encore utilisé sur Arcsight. Donc, c'est assez connu, ceux qui font de la blue team, je pense qu'ils connaissent. Et peut-être celles qui sont plus dans le monde offensif, c'est moins sûr. Donc Splunk, c'est un outil qui collecte et qui indexe, indexe et met en corrélation des données en temps réel dans des archives recherchables. C'est un peu de big data quoi. Et tout ça, ça permet de générer des graphiques, des rapports, des alertes, des tableaux de bord, des infographies. Tout ça, donc Splunk a une version gratuite que je vais utiliser pour cette investigation, elle suffira. On n'est pas dans le monde de l'entreprise, mais évidemment, dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup plus de fonctions. Je vais pas m'étaler sur le sujet, je suis pas là pour faire la pub pour Splunk. Ok, donc Splunk étant lancé, je vais récupérer, injecter on va dire dans Splunk les données, parce que là sinon on va pas chercher grand chose si Splunk n'a pas les données. Donc je fais paramètres, ajouter les données, et ici on va envoyer le fichier un par un. J'imagine que la version non free entreprise, on peut envoyer plusieurs fichiers d'un coup. Mais sur cette version free, apparemment on peut pas. Je suis pas un expert de Splunk, donc il y a peut-être... je vais peut-être faire des manipulations qui sont pas les plus efficientes. Mais bon, en tout cas, elles sont suffisantes pour résoudre cette enquête. Voilà, donc là, j'importe donc le premier fichier. Je laisse pas mal de choses par défaut. On n'a pas vraiment besoin de modifier. Et de toute façon, je vais faire la manip plein de fois, donc si je vais trop vite, vous aurez l'occasion de la voir de nombreuses fois, puisque je vais pas tous les importer pour gagner du temps, je vais importer ceux qui sont nécessaires. Et évidemment, quand vous commencez l'investigation, vous savez pas quels sont les fichiers nécessaires, donc vous les importez tous. Alors, on a fini le premier, allons-y pour le second. Le premier c'était la MFT, maintenant on injecte les journaux Windows, journaux d'événements, avec les applications, les journaux de sécurité, le PowerShell, tout ça. Bon, j'enregistre pas tout ça, puisque ça c'est juste le temps de l'investigation, mais évidemment, si c'est votre instance Splunk, vous pouvez enregistrer un peu plus, customiser tout ça. Je refais ajouter plus de données, et on allons-y pour un troisième fichier. Troisième fichier, alors pour aller plus vite, celui-là je crois qu'il sert pas, celui-là non plus. Je crois que sur les AM cache, c'est que celui-là qui va être utile. Ouvrir,
j'espère que je me gourre pas. Hop. Donc là, à chaque fois je change le redatage en auto, je suis plus sûr que ce soit nécessaire sur certains vestes. Mais bon, bref. Il me semble que c'est ce que j'avais fait, donc pour être sûr de retomber sur ses pieds, je refais les mêmes manips. Ensuite, on a tous les 3 derniers, je sais plus lesquels sont nécessaires ou pas. Alors le chien qui est vide, forcément, on s'en fout. Mais les 2 autres, je vais les mettre au cas où. Je sais plus s'il y a des infos utiles dedans ou pas. Pour l'invest, suivant, soumettre. Et le dernier, tac, tac. C'est Windows, hein, c'est le monde du clic, on clique et on clique. Tac, tac, tac. Et voilà, et maintenant si je fais lancer la recherche, on voit que... Ah, il a dû garder... Ah non, c'est la recherche par défaut. Et on voit que donc il y a source type CSV, oui d'accord, et en source... Je suis surpris, je pensais qu'il y aurait plus de sources que ça. Donc par défaut, il met tout le temps ici. On va voir s'il y a vraiment tout. Ça paraît suspect cette histoire. Bon, on va voir. En tout cas, dans un premier temps, il n'y a pas besoin de Splunk tout de suite, puisque je vais démarrer l'invest. Bon, ça c'est chacun sa méthode. Celui-là, je pense que on va le garder au cas où, mais je suis pas sûr qu'on en a encore besoin. Je vais utiliser un autre outil, puisque je rappelle que donc il n'y a pas que les événements de cap, enfin, de l'acquisition. On a aussi une capture du réseau. Et en fait, cette capture réseau, je vais la passer dans Network Miner. Donc Network Miner, c'est un produit open source d'analyse forensique réseau, hein, qui va extraire tout ce qui est artefact d'une capture réseau, par exemple tout ce qui est fichier, images, mail, mot de passe, credential. Et par contre, pour une question de licence, la version gratuite de Network Miner prend que des PCAP. Donc comme on a un PCAP NG, je l'ouvre dans Wireshark et j'enregistre en PCAP, histoire de changer le format pour pouvoir ingérer ça dans Network Miner. Et comme j'ai pas d'imagination, je vais donner le même nom. En même temps, paquet de capture, créateur ou la créatrice du challenge n'a pas beaucoup d'imagination non plus. Ok, donc ici on a bien le PCAP-NG qui a été enregistré au format PCAP. On n'aura plus besoin, je crois pas qu'on va jouer avec Wireshark. Et donc je vais lancer Network Miner 2.9.0. Et donc je fais File Open. Et je lui injecte le PCAP et il va analyser tout ça. Comme c'est un gros PCAP quand même, il y en a pour un peu de temps. Parce que le PCAP il fait quand même 300 mégas. Voilà, donc là c'est un petit tips hein, pour pouvoir analyser un PCAP sur Network Miner. Donc il y a beaucoup de choses. Hein, donc le truc qui saute aux yeux c'est il y a un credential. Donc allons voir. Et on voit qu'il y a effectivement une connexion en FTP qui se connecte avec ce nom d'utilisateur et ce mot de passe. Donc là c'est la première chose qui saute aux yeux et qui est très suspecte, en tout cas il y a une connexion en clair. Et le login mot de passe laisse penser quand même que c'est peut-être une piste à creuser. Et donc du coup pour creuser cette piste, donc le serveur là on voit que c'est une IP publique, donc c'est un serveur sur internet, donc il semblerait que c'est un FTP sur internet. Donc on va creuser de ce pas pour voir qu'est-ce qu'il y a comme connexion vers cette IP et quels fichiers ont été envoyés en FTP. Donc je vais sur Files et ici je fais any colon, je vais mettre destination host et je vais mettre cette IP publique pour faire un filtre hein, et on voit qu'il y a 3 fichiers qui ont été envoyés vers cette IP publique et ça confirme que ça a l'air d'être une bonne piste hein, puisqu'on a une base de données database de KeePass, on a un KeePass proc et un redacted project, donc ça sent quand même fortement mauvais et ça sent l'exfiltration.
Sachant qu'en plus, on a une base de données qui passe et un qui passe proc.zip, donc ça sent le dump de mémoire associé pour pouvoir récupérer le mot de passe pour ouvrir la base de données. Donc il semblerait que ce soit vraiment un vol de container de mots de passe, quoi. Donc on peut déjà creuser ces deux zips. Si on va sur Open Folder, si on essaye de les extraire, 7zip extraire ici, on voit qu'il faut un mot de passe. Donc je peux essayer le mot de passe FTP qu'on a vu ici, peut-être que c'est le même mot de passe. Alors là, on va faire copy password, bim, mauvais mot de passe, non, c'est pas ce mot de passe là. Et si je reviens ici et que je regarde le Redacted Project, on va le mettre à droite aussi. Est-ce qu'il y a un mot de passe? Extraire ici, oui, lui aussi il a un mot de passe. Donc je vais le reprendre, je sais plus si je l'ai en copie password. Non, pas mieux. Donc on a une extraction de 3 fichiers, mais les 3 on peut pas les ouvrir puisque c'est vrai que j'ai pas essayé. On pourrait essayer aussi d'ouvrir la database avec le mot de passe, mais ça marchera pas, on gagne du temps. Je vous épargne la surprise. On n'a aucun des 3 mots de passe de ces fichiers, mais on a quand même une bonne piste à creuser. Donc creusons la première piste, donc le keepasproc.zip par exemple. Donc je vais sur Splunk et je tape keepasproc.zip. Il est là, on le voit, parfait. Et donc il y a deux événements associés. Le 21 juin, donc si on regarde de manière précise, le premier log c'est file report, donc le fichier qui aurait été accédé le 21 juin à midi 9 et 35 secondes. Et le second, c'est la MFT, donc là on est sur le système de fichiers. Le système de fichiers, on voit que le fichier keepasproc.zip a été créé à midi 9h31. Donc là on voit que cette exfiltration probable a eu lieu, en tout cas le fichier .zip qui a été extrait ensuite a été créé à midi 9h31, donc on a une timestamp importante à creuser. On voit aussi que si je fais juste, j'enlève le zip en tapant keepasproc, on a vu qu'il y avait un dump aussi. D'ailleurs je peux chercher keepasproc, on voit qu'il y a les deux. On voit qu'il y a un point DMP et un point zip, donc on peut estimer à forte probabilité, sachant qu'en plus ça se passe dans un intervalle de temps très petit, que du coup le point zip, c'est le point dump qui est compressé en point zip. Et donc ça sent fortement comme je l'ai dit, moi quand j'ai vu ça direct j'ai pensé l'acquisition de l'image mémoire du processus qui passe. Voilà, autre chose importante qu'on voit ici, c'est que le keepasproc.zip il est dans le dossier musique de Alonso Spire, l'utilisateur Alonso Spire. Donc a priori ce compte utilisateur est impliqué dans cette exfiltration. Donc à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est regarder un peu ce qui se passe dans les intervalles de temps autour de cette manipulation. Et si je prends le DMP, donc il devait être avant le zip, le DMP lui il a été créé à midi. Il est où? Created midi 6, c'est ça. Oui c'est ça, system.created midi 6 selon le file report. Donc je vais prendre si on prend plutôt la MFT dit la même chose et dit midi 6, ouais, ils sont d'accord entre eux. Donc je vais filtrer en mettant ça, pack. Et on va regarder un peu les fichiers créés on va dire à la même seconde. Donc je vais enlever les millisecondes, tac. Je vais mettre un étoile ici. Et si je regarde les file name, on voit que à la même seconde, il y a musical.nk qui a été créé et on a PID 9180.dump qui a été créé cette même seconde. Donc il semblerait que le numéro de processus de qui passe devait être ce numéro de process là, et donc ça a été dumpé.
Et en fait, ça répond déjà à des premières questions de cet invest Sherlock. Donc là, on a déjà la réponse à la question 8, comme je l'ai dit, hein, c'était pas dans l'ordre. Donc 8, il y avait une histoire de process hacker qu'on va voir plus tard, mais bon, là en fait, si on si on teste qui passe, on voit que ça passe, mais sinon on aura la vraie réponse un peu plus tard. Et là, on a le nom du dump, qui est donc effectivement PID 9180.dmp. Ok, alors maintenant qu'on a vu ça, regardons un peu ce qui s'est passé après. Donc là, j'ai regardé la création du dump, et après on a vu que le zip a été créé à midi 9, hein, si je reviens sur qui passe proc.zip ici, je refais l'entrée, je reprends le log mft, ici, on voit que à midi 9 le zip a été créé. Et donc du coup l'idée c'est de se dire, une fois que le zip est créé, et derrière il y a eu probablement d'autres actions. Donc regardons un peu ce qui se passe derrière. Et pour pas qu'il y en ait trop, je vais regarder vraiment minute par minute. Donc je mets une étoile ici. J'enlève évidemment qui passe proc, hein, je vais voir tout le fichier, bien. Donc à midi 9, on voit qu'il y a eu uniquement qui passe proc.zip qui a été créé sur le système. Midi 10, que dalle. Midi 11, que dalle. Midi 12, on a d'autres fichiers qui ont été créés, on regarde le nom. Des noms pas très intéressants. Cert utile, c'est super intéressant, donc ça sent le... Cert utile est donc un utilitaire qui normalement pour gérer les certificats, mais c'est aussi utilisé par les personnes malveillantes pour transférer de la donnée ou encodeur base64. Et on a le scoop.bat aussi qui interpelle, on va dire, et il interpelle d'autant plus que scoop.bat il est dans le dossier pictures. Un point bat dans la pictures, dans les photos, c'est quand même bizarre. Ok, donc je vais pas plus loin, on va en reparler plus tard de ce scoop.bat, mais après on peut continuer plus loin, hein, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant plus tard qui va nous intéresser. Et après donc, on se pose la question, cette exfiltration, on sait que le point zip a été exfiltré en FTP, puisqu'on le voit passer ici, via un protocole FTP. Donc on se dit quel est le client FTP qui a été utilisé pour transférer ce fichier. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tout ce qui se passe à midi, enfin entre midi et 13h, et qui contient du FTP. Et on ne trouve rien du tout, parce que en fait, je n'avais pas utilisé le son créé, je regarde pas les fichiers créés, je regarde, je reviens en arrière, je vais faire le scoop.bat par exemple, scoop.bat. Alors, scoop.bat, ça va être intéressant pour après aussi. Donc là j'avais regardé les last access, si je dis pas de bêtises, last access, parce que c'est pas forcément une création, hein. Là on est vraiment sur le transfert FTP, donc c'est peut-être un client qui était déjà présent sur la machine, on sait pas quand le client a été créé, donc je regarde plutôt le last access, ici, pack. Et donc je regarde tout ce qui se passe à midi, tous les fichiers accédés entre midi et 13h, ça parle de FTP. Et on tombe sur FileZilla FTP client, donc un client assez connu, hein, un client FTP, FTPS, SFTP, développé sous la licence publique GNU. Donc il est probable, hein, surtout quand on regarde l'heure, que ce soit le client utilisé pour exfiltrer en FTP les fichiers, puisqu'elle a été exécutée la même heure que la création du fichier .zip. Donc à partir de là, on va regarder le fichier de configuration FileZilla. Donc si on regarde sur internet, on va vite trouver que FileZilla stock, ça on va le garder pour après, on va plutôt aller ici. Dans ce répertoire, je mets ça en grand pour que vous voyez mieux. Donc dans Users, le nom d'utilisateur app data roaming, FileZilla, c'est là où il y a les informations concernant la configuration de FileZilla. Il y a aussi les recent servers, donc les serveurs accédés récemment.
Et là on tombe sur 3 serveurs intéressants, le fameux qu'on connaît déjà, hein. On a The Young Wolf, et si on utilise par exemple, on va utiliser GCHQ, tiens, hop, on va utiliser GCHQ, ici, je vais le mettre à droite. Donc si je prends celui-là, je le mets à droite, donc je décompresse le base 64 tout bêtement, hein. On a bien The Long Night is Coming, hein, donc ça correspond bien au toi, tu t'en vas, tu reviendras après. Network Miner, voilà, j'y arrive. Donc là on a bien ce login mot de passe qu'on avait ici. Et après il y en a 2 autres, donc un sur ce serveur FTP, l'autre sur encore une autre IP publique. Ici on a CyberJunkie et là on a le nom d'utilisateur du répertoire Alonso Spire. Et donc on a 2 mots de passe différents. Le premier, si je ramène le CyberChief, ça correspond à ça, et le deuxième ça correspond à autre chose. Et on va regarder si ces mots de passe ils sont pas utilisés pour les fameuses archives qu'on a vues. Mais je crois qu'on répond déjà à une question avant que je regarde ça, la question 12. Ah oui, il y avait les attaquants ont essayé d'exfiltrer des données via FTP, mais ça n'a pas marché. Donc pour aider l'équipe de Stratintel, ça serait bien que Stratintel et TI Stratintel, ouais d'accord. If you could provide some useful, donc si on peut fournir des informations intéressantes sur les domain name et les mots de passe. Donc le domain name, c'est celui qu'on a trouvé il y a 2 secondes, hein. Il était ici, YPLA machin. Et le mot de passe associé, bah, c'est le base 64 décodé, qui est là, qui correspond à ça. Donc, ça répond à cette question-là. Et si je dis pas de bêtises, je crois que ce mot de passe, union truc machin, il va permettre de déchiffrer un des containers qui a transité en FTP. Alors je sais plus lequel des deux, tac tac, mais si on va sur celui-là par exemple, je supprime le fichier qui avait été créé alors que sans succès quoi. Donc là je fais extraire ici et je copie-colle le mot de passe qui est ici, ion truc bidule. Ion truc bidule, on le met ici. Ah c'est celui-là. Donc ça c'est le mot de passe de l'archive zip qui contient le dump de KeePassProc. Ok. Très bien. Alors si on revient sur FileZilla, donc là on a identifié via les recent serveurs des serveurs qui ont été accédés en FileZilla, et on voit que la question d'après, ici la question 13, c'est est-ce qu'on peut donner des infos sur le chemin distant, c'est-à-dire mot de passe du serveur FTP. Et ça en fait l'info on la trouve dans le filezilla.xml ici, qui correspond donc à la configuration de FileZilla. Si on va tout en bas, on voit ici qu'il y a la configuration d'un onglet quoi, et on a bien ici le mot de passe, home, the machin truc. Donc c'est là qu'on va avoir l'information du pass distant qui peut éventuellement aider l'équipe de Stratintel. Voilà pour la tâche 13. Donc tout ceci étant fait, je reviens un peu sur le scout.bat qu'on avait commencé à regarder, qui semblait une piste intéressante puisque c'était un fichier qui était déjà suspect, puisque un point .bat dans la picture c'est bizarre, et qui a été créé dans l'intervalle de temps de l'exfiltration. Et donc on tombe sur un log intéressant puisqu'on a carrément le contenu du fichier .bat, et on voit qu'il y a un répertoire exfil qui est utilisé, donc ça sent exfil pour exfiltration.
et il prend des fichiers doc, docm, pdf, xls et compagnie, il compresse tout ça, il met ça dans Xfil. Alors il y a pas mal de commentaires, hein, donc je sais pas trop ce que c'est ce fichier, mais bon. On voit que là on a un mot de passe d'une archive.rar, un mot de passe qu'on pourra essayer, mais je crois que ça passe pas sur les deux archives. D'ailleurs c'est commenté. Voilà. Et du coup, ça donne envie de se dire, ces fichiers là, docx, docm, pdf, qu'est-ce qui a été compressé et exfiltré, quoi. Du coup, si on regarde l'autre après, c'est quoi? Le deuxième log là, si j'arrive à aller dessus. Ça, c'est la source MFT qui dit quand le fichier scout.bat a été créé, ok. Et donc, l'idée c'était... je sais plus comment je m'étais dit... Système... Je reviens sur celui-là, je prends les différents champs, et voilà, donc ça c'est le fichier scout.bat, voilà, c'est ça, donc je cherche le scout.bat, et donc l'idée c'était de se dire, donc on connaît le contenu, on sait qu'il a donc été utilisé pour compresser des fichiers docx et pdf, et quand on regarde, d'ailleurs j'ai oublié de dire, il prend comme répertoire le répertoire user, c'est ici, set source user profile. Donc en fait, dans ces users Alonso Spire, il récupère les docx, les docm et compagnie. Donc du coup, je vais regarder ce qu'il y avait, enfin si j'ai les informations sur les fichiers qu'il y avait dans docx, pdf et compagnie dans ce répertoire. Donc pour faire ça, je prends le cuser Spire, tout ça là, puisque c'est son répertoire utilisateur, et là je vais faire étoile jusqu'à garder l'extension de fichier. Donc on va les faire dans l'ordre. Ici on a docx en premier, allons-y pour docx. Et on voit qu'il y avait donc le fichier partnership TSK, le fichier confidential, le fichier AWS Migration Assessment. Je sais plus s'ils servent pour la suite ces fichiers là. On a infra upgrade. Ensuite il avait récupéré tout ce qui était docm. Docm a priori il n'y en avait pas. Ensuite il a récupéré tout ce qui était pdf. Et là, PDF, on tombe sur une internal documentation, et on tombe sur une documentation interne très intéressante, puisqu'on voit ici RDP creds for Workstation 2, en gros, AR TAC. Donc ça semble être un mot de passe RDP, donc je rappelle RDP, hein. C'est pour ça que c'est le lien avec l'article de Marie Desgrazia, donc RDP Remote Desktop Protocol, un protocole qui permet à un utilisateur ou une utilisatrice de se connecter à un serveur exécutant Microsoft Terminal Services. C'était très utilisé, c'est encore très utilisé aujourd'hui, mais c'était encore plus utilisé avant. Aujourd'hui c'est un peu moins utilisé dans le sens où c'est plus cloisonné qu'avant, et c'est plus que pour les admins que pour tout le monde. Alors, avant c'était vraiment n'importe qui pouvait accéder à un serveur en RDP. Et donc ici, on va voir que ça va être le client MSTSC classique qui est utilisé et pas le client du Microsoft Store dont parle l'article de Marie Desgrazia. Ok, donc d'ailleurs ça répond à une question, à la tâche 5, si on remonte, ici, c'est demandé. On pense que les attaquants ont fait l'énumération avant de mettre leurs pieds. Mutamo, c'est mettre leurs pieds dans la porte, quoi, mais avant d'avoir une patte à l'intérieur du réseau. The Light Discovery de PDF Document, donc il parle d'un document PDF qui contient des credentials RDP, et donc c'est bien celui-là, on a bien le mot de passe
qu'on a récupéré ici, Jolly Rancher at Forella 22. Donc ça serait comme ça, hein, que après remarque on sait pas l'heure, parce que ça peut être une consultation de documents classiques, hein, pas forcément malveillante. En tout cas on sait que le 21 juin à midi, je sais plus combien, et ben ils ont exfiltré un point zip qui contenait un paquet de docm, docx, pdf, dont le pdf avec le mot de passe en question. Je vais pas continuer à faire, hein, évidemment, normalement on fait toutes les extensions qu'il y avait dans le scope.bat. Là je crois que les autres extensions servent pas, mais sinon il faut toutes les faire une par une. Alors après on a une autre question qui est la question 6, d'ailleurs juste après, qui demande à quelle heure les adversaires se sont connectés en RDP. Donc on a l'exfiltration à midi, je sais plus combien, et donc comme l'exfiltration a utilisé le client FTP FileZilla, eh bien ça sous-entend que FileZilla étant une GUI, hein, un client RDP en interface graphique, eh bien ils avaient un accès RDP avant. Donc on peut estimer que au plus tard l'accès RDP a été à midi quelque chose. Donc pour ça, on va regarder les événements 46-24, je pense qu'on l'a déjà fait sur la chaîne Axize, 46-24 qui est l'événement Windows, des journaux Windows de connexion. Ça vaut aussi pour les connexions RDP, connexion réussie, hein, d'ailleurs 46-24 c'est les connexions réussies. Donc on a la workstation ici, d'ailleurs je vais la copier-coller, tac, tac. On va mettre Event ID 4624. Bon, en vrai, je peux prendre. Hop, on va faire comme ça. Je suis un gros flemmard. Event ID ici. Bim. 4624. Ah bah, il y en a suffisamment pour cette sorte-là. Voilà. Et après, l'autre filtre qu'on peut mettre, c'est l'utilisateur. Ici, si je prends le premier, on voit que l'utilisateur c'est NT System, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Donc je vais faire ajouter à la recherche et je vais remplacer par l'utilisateur qui nous intéresse, à savoir Alonso Spire. J'aurais peut-être dû faire ça autrement, c'est-à-dire que j'aurais peut-être dû on va faire ça autrement. On va faire payload 1, data 1, voilà, et nous celui qui nous intéresse c'est Forella Spire. Voilà, donc là on en a déjà un peu moins, on voit qu'il y a eu des connexions avec cet utilisateur depuis le 10 mars, en tout cas sur les infos, sur les données qu'on a jusqu'au 22 juin. Alors je rappelle que nous, la question qui nous est demandée c'est à quelle heure les adversaires se sont connectés avec ce compte-là. Donc là, l'idée c'était de prendre la connexion avec ce compte qui est la plus proche de l'exfiltration. L'exfiltration a eu lieu, et ayant eu lieu le 21 juin, bah, je filtre sur le 21 juin. Et le 21 juin, si on regarde les différents time creative, c'est quoi ça? Je sais pas si c'est celui-là. Il y a tellement de chantants dans les logs. Nous, celui qu'on cherche, c'est 11h44. Donc c'est celui-là. Bah, j'imagine qu'il faut prendre le dernier, enfin le plus proche de l'exfiltration, ce qui est du coup le plus probable, mais c'est vrai qu'on peut pas être certain à 100%, mais on imagine qu'ils sont pas restés super longtemps connectés, donc la connexion la plus proche en amont de l'exfiltration via FTP, c'est celle à 11h44 et 52 secondes, et c'est bien la réponse qui valide sur cette tâche 6. Donc, pour la suite, on a une tâche 10, je vais pas dans l'ordre comme d'hab, qui dit que les attaquants ont téléchargé un custom batch script qu'on avait identifié, le scoop.bat, depuis un serveur C2. Quel est le serveur C2? Donc ça, la partie ici, on la connaît pas.
à l'instant T, et du coup la question c'est d'où vient ce scoop.bat. Donc il vient de là, mais comment je peux savoir d'où il vient? Alors pour ça, je vais citer un article, parce que c'est pas forcément connu. Donc il y a un article qui analyse les traces laissées par certutile. Je rappelle qu'on a vu tout à l'heure que certutile a été utilisé à un moment très proche, voire la même minute, voire même la même seconde que le scoop.bat, que la création du scoop.bat. Donc on va regarder les différents artefacts qui sont détaillés ici. Donc tout ça là, app, local.lo, Microsoft Script, net content, machin, liés à certutile. Donc il y a deux passes principaux. Le premier, c'est les métadonnées. Donc, je vais aller dessus dans la fenêtre, voilà celle-ci. Voilà, et donc là on a les différents fichiers qui, pardon, les métadonnées associées aux fichiers qui sont passés. Donc la question c'est lequel est scoop.bat. Donc je vais revenir sur Splunk et ici. Et si on regarde, là c'est le MFT, donc on n'aura pas les infos. Et là... Ah oui, non, là j'avais fait en regardant le timestamp tout bêtement. Si on regarde le timestamp... timestamp... Alors c'est plutôt date de création qui va nous intéresser. Ah bah non, date de création c'est quand moi je les ai créés, les modifiés, la garder. Est-ce qu'on a un truc le 21 juin? On a 3 le 21 juin. Donc en fait il faudrait qu'on sache le 21 juin, c'était à midi quelque chose en plus. Ah ouais, midi quelque chose en format... alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le scoop.bat, on va regarder dans le MFT, donc il a été créé à midi 12h35, et si je regarde tout ce qui a été créé à midi 12, la même minute, on regarde le file name, on voit, voilà, certutile en fait du coup il va créer un fichier temporaire avec le hash, je crois d'ailleurs, du fichier scoop.bat, et du coup la valeur elle se trouve là, donc comme c'est un fichier créé, ben ça apparaît dans la MFT, et comme c'est à une minute, enfin ça peut être temps proche, il n'y en a pas tant que ça. Donc celui-là qui nous intéresse, c'est le A3 qui finit par B6. A3 qui finit par B6, c'était bien celui-là. Donc je fais éditer, et on voit bien dans le binaire qu'il y a l'URL sur lequel a été téléchargé avec l'outil certutile le scoop.bat. Donc ici on a la réponse à la tâche 10. Et enfin, je dis une bêtise pour le coup, parce que d'ailleurs si on regarde la tâche 11, il demande le MD5 de ce fichier batch, et donc du coup quand on voit ici c'est pas la même c'est pas la même que son nom de fichier. Et donc là on repart sur l'article ici qui parle des endroits intéressants avec certutile, et il y a un endroit où il y a le content, cache culturel content. Donc je vais sur ce répertoire content. Alors tac tac tac, voilà, et donc là on a le contenu. Si j'ouvre, je les trie dans l'ordre, je prends le A3, c'est celui-là qui nous intéressait. On a bien le contenu du fichier. Qui en vrai est plus long que ce que je pensais. Il fait un paquet de lignes en fait, il est 800 lignes la vache. Et donc nous la question elle nous demande le HMD5, donc on va faire tout simplement un HMD5 du fichier, on va pas s'embêter. Hop,
je vais ouvrir un PowerShell pour le coup, j'en ai pas encore ouvert. Get file hash, algorithme D5 du fichier en question, et ça nous donne bien 93F, et ça finit par A3. On est bon sur cette question 11. On avance. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme question encore? On a la tâche 7, si on remonte un peu. On n'a pas fait. L'équipe de sécurité a localisé un script PowerShell anormal. Donc il faut essayer de l'identifier et confirmer le nom original. Alors, si on continue sur cette piste du scode.bat, donc je reviens, je enlève ça, je crois pas qu'on aura besoin encore du PowerShell, ça on peut fermer, je crois que tout ça aussi on n'aura plus besoin. Hop, je reviens ici, je reprends le scode.bat. Bim. Et donc le scoop.bat, on a dit qu'il était ici là dans le picture. Donc, je vais regarder tout ce qu'il y a dans le picture, autre que scoop.bat. Donc là, si on regarde file name, on voit qu'il y a desktop.ini, c'est normal, et on a clean.ps1, donc un script PowerShell vu l'extension. Et un script PowerShell dans Picture, c'est bizarre. Ça sent être un fichier anormal, unusual, comme ils disent en anglais. Maintenant, la question, c'est comment j'identifie ce qu'est ce fichier. Bah déjà, première chose, on va chercher tout ce qui concerne un clean.ps1. Et on tombe direct sur un log fort intéressant, puisque, on va plutôt le lire là parce que sinon c'est imbitable. En fait je crois qu'il y en a même plusieurs en vrai. Si on descend, voilà, tout ça, c'est des logs de script bloc texte, donc des logs PowerShell, dans le fichier UTX PowerShell. Et bon bah là, si on prend un peu le temps de lire, on va finir par voir, en plus si on est d'un point de vue offensif, on est assez rapidement convaincu que c'est PowerView, mais sinon il faut le lire et tomber dessus, par exemple, comme j'ai la flemme, voilà, ici, hop, on voit qu'il y a bien PowerView user row. Donc bref, c'est le script PowerView qui a été renommé en clean.ps1, donc c'est bien la réponse attendue, PowerView.ps1. Ok, alors, on remonte. Question 4. Question 4, on commence à avoir fait pas mal tout ce qui est au milieu. Il nous reste plus vers la fin et au début. On remonte aussi vers le début, donc on a vu que les RDP credentials ont été volés dans le PDF. Et là, il nous demande, avant ce vol de credential RDP, quand la commande whoami est exécutée. Donc là, bon bah fastoche. On va chercher whoami. Et on voit que whoami a été exécuté un certain nombre de fois. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le 21 juin. 1er juin. Pas super dans le truc qui nous intéresse, ça. C'est exécuté, donc a priori, 21 juin, pardon, il est devant moi, c'est le premier. System access created, donc 11h19 le 21 juin, 11h19 et 59 secondes, c'est ça le 21 juin, c'est bien ça. Voilà, bon là on a de la chance parce que c'est une commande qui a été peu utilisée, mais en vrai dans la vraie vie cette commande elle est quand même relativement peu utilisée, donc c'est assez réaliste. Voilà. Alors maintenant on continue de remonter encore un peu. Il nous demande donc dans les 3 premières questions donc la technique utilisée, hein, donc ça je trouve que pour la trouver, en vrai il y a peut-être un indice que c'est vrai que moi je l'ai pas vu, mais
on voit mouvement latéral, peut-être que c'est comme ça qu'on est censé tomber dessus, mais moi je trouve que sinon c'est vraiment assez compliqué de la trouver d'entrée. Et donc il demande la technique utilisée d'entrée, quand elle a été faite, et le SHA-1 de l'exécutable en question. Donc, moi, comment j'ai procédé? Donc on voit que le Wuamai, la tâche 4, a été fait à 11h19. Donc on imagine que la compromission, elle a lieu peu avant 11h19. Du coup, comment j'avais fait mon coup? Je suis allé... donc j'avais fait un truc comme ça, comment je pourrais faire? Ici, on va faire date et période. Pas avant, on va faire entre. Donc on a dit le 11 juin 2023. Pas 11, 21, n'importe quoi. 21 juin 2023. Je sais pas si j'ai toute la journée en vrai. Allez, on va mettre à 1h jusqu'au 22 juin à 1h. Voilà, un intervalle de 24 heures. C'est pas mal, donc le Wuamai, on sait bien hein, que c'était à midi, je sais plus combien. Donc là l'idée c'est de regarder un peu les event ID. Donc j'ai pris la source. Pourquoi j'ai pas toutes les sources là? Tac. Ah, il m'embête là, il fait pas ce que je veux. Si on reprend un peu n'importe quoi, je sais pas, genre le scope combat. Donc là, si je m'en fous un peu, hein, c'est ce que je veux, c'est juste récupérer les logs Windows. Là, c'est du file report, les logs de journaux Windows. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a eu comme log de journaux Windows utilisés. Si je mets comment il s'appelle? Ah oui tiens, je vais prendre un ancien qu'on a fait comme filtre tout à l'heure. Si je reviens sur l'event ID 4624, voilà, ça c'est bien. Aucun résultat trouvé, ok. Alors c'est peut-être aussi un problème de timestamp de l'événement. Non, il continue à dire qu'il trouve rien. What? J'ai pas déjà fait tout à l'heure cette commande, il est pas censé trouver un truc. Tac. En fait c'est le source, ouais, ça je comprends pas pourquoi il a pas la source. Quand je fais ça, il trouve trop bizarre. Bref, moi en tout cas, moi je voulais juste récupérer le format. Je voulais juste récupérer le format et regarder. Là la source c'est ça. Pourtant c'est bon. Je comprends pas trop. Bref, alors donc je reprends cette source qui apparaissait pas là, je sais pas pourquoi. Et j'y vais donc le 21 juin. On a quoi, 17 machin. 21 juin, si besoin je vais rétrécir l'intervalle de temps, on va commencer par le 21 juin. L'idée c'était de regarder un peu tous les event ID rares, qui donc les event ID, donc le type d'événements des journaux Windows rares qui existent cette journée-là. Et en fait, il y en a beaucoup. Donc si je resserre, donc je reviens ici, si je resserre sur un moment plus petit, à savoir à 9h24 c'est pas ouf, il faudrait que je chope
Ou alors sinon je fais comme ça, c'est-à-dire je fais... Voilà, et là on va faire heure, plus ou moins on va mettre 1 heure. C'est juste qu'il faut qu'on choisisse la bonne heure. Ici il m'a mis 8h24 et donc nous c'était 11h. Hein. Donc on va mettre un truc genre 10h24 jusqu'à... J'ai perdu le fil. On cherche avant 11h19. Donc avant 11h19, bah ici on peut mettre 11h19, hein, 11h24 si tu veux, vas-y, appliquer, bim. Ok, il trouve que dalle. C'est ça que je piche pas. What the fuck. Ou alors j'ai eu un coup de bol en vrai. C'est fou, j'avais eu un coup de bol. Parce que moi en fait quand j'avais fait ça, j'avais fait Event ID rare, valeur rare. Et là-dedans, j'étais tombé direct sur un événement qui m'avait intrigué, puisque c'était un événement... ouais, j'ai dû avoir de la chance en fait. Il doit y avoir un moyen plus intelligent de trouver ça. Bref, en tout cas... Moi, j'ai vu un 70-45. Alors, on va le trier dans l'ordre, ça va plus vite. 70-45. Toujours pas, putain, c'est ouf ça. Il y en a tant que ça. Il y a 500. Ouais, bon, j'ai eu un coup de bol. Clairement. Et du coup, en plus je suis à 100 par page, laisse tomber quoi. Tac, tac, tac. Bon là c'est un fail. Hein. Bref, moi je suis tombé là-dessus par hasard. En plus il y en a plein. Hein. 70-45, pourtant c'était ça. Ok. Bon, sorry pour ça. Donc 70-45 ça correspond à quoi? À la création d'un service. Et du coup création d'un service c'est rare. Et donc suspect, c'est le jour d'une... surtout que là on n'est pas loin, on est à 11h19-34, donc on n'est pas longtemps avant... Bon, on est même en même temps que... Ah oui, pardon, non, on est pas longtemps avant que le Wamai, et c'est donc d'ailleurs la réponse attendue, 11h19-34 de cette création de service. Et donc cette création de service, en plus, elle est surtout louche aussi parce que ça utilise un nom binaire ici, OWU truc machin, .exe, qui sent mauvais. Et donc si on regarde comment on appelle ça, la technique mitre associée à la création de service, passe à ce nom-là. Donc c'est la première question, on a la deuxième, et donc après on cherche le SHA-1 de ce truc-là. Alors pour être un peu plus précis, moi donc je suis tombé sur ça, que j'ai trouvé louche, donc j'ai pas tout de suite tenté l'exé, je me suis dit ça sent le PSExec en fait, puisque c'est PSExec crée un service pour se connecter. Et du coup pour confirmer ça, j'ai regardé toutes les connexions qui ont lieu avec le compte de Alonso Spire là, connexion réussie de 4624. Et du coup on voit que si on prend n'importe laquelle d'ailleurs, on va chercher les logon type 3. Pourquoi? Parce que c'est Payload Data 2. Payload Data 2, il est là. Logon type 3, parce que le logon type 3 c'est les connexions réseau à distance quoi. Et là on voit en effet qu'il y en a 5 qui sont un peu proches au niveau de temps. Donc connexion réseau à distance proche de cette installation de nouveaux services. On se dit confirmons avec les partages, parce que PSExec quand c'est exécuté ça utilise les partages. Et donc pas les partages de pôle info.
que je veux là. Tac tac, ça c'est quoi comme log? C'est les logs de... Le truc c'est que je sais plus comment il s'appelle. Ah voilà, c'est plutôt ceux-là. Ça, ils sont d'ailleurs proches niveau temps. Ça sent... si on prend celui-là par exemple. Ça sent les connexions partage admin, voilà. Donc ça sent qui fait un read data or list directory. Ça sent le PS exec. Donc ces trois événements réunis, enfin ces trois éléments réunis, le fait que ça tape des partages avec le fichier en question en read data or list directory, le fait qu'il y ait des logon type 3, donc des logon type réseau à distance avec ce compte Alonso Spire, et le fait qu'il y a une création d'un service avec un point exe chelou. Tout ça nous fait dire que ça sent le PS exec. Et donc du coup, le PS exec, il a créé, je rappelle, le fichier EW truc bidule.exe. Donc soit on revient en arrière, soit je fais mon flemmard et je tape directement mon fichier. Voilà. Donc ça c'était le fichier associé à l'event ID 7045 là, que je vois pas puisqu'il devrait pas être par séparé. Et donc du coup la question c'était, troisième question, c'était le SHA-1 de ce fichier PSExec en vrai, enfin de fichier exécutable créé par PSExec. Et donc le SHA-1, on va l'avoir dans les AM cache. Donc si on a comme source AM cache, voilà, il n'y en a qu'un, il est là. Et on a bien son SHA-1 ici, 23 qui finit par DD. 23 qui finit par DD. Donc on a bien fini les trois premières questions. Ok, on arrive à la fin. Il nous reste plus que... Ah si quand même, il nous reste... A priori, on a ça, on a fait... Wamai, on a fait... Le MD5 de Scriptoo, ça c'est fait, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, on a à partir de la 14 jusqu'à la fin, je crois qu'on n'a pas fait. Ah, il nous reste encore un peu. Donc la 14, la question 14, il demande combien de temps l'outil d'exfiltration, donc FileZilla, on le sait maintenant, a et duré. Donc pour cela, on va utiliser Registry Explorer. Donc Registry Explorer, un exécutable très pratique pour analyser des bases de registres Windows en forensique. Il fait même partie, pour l'anecdote, des outils que je fais utiliser à mes étudiants et étudiantes à l'ESIA où je donne des cours de forensique. Et donc, dans mon cas, il est dans Outils, ici. Registry Explorer, il est là. Registry Explorer, on le lance. Donc, avec ça, je vais ouvrir une ruche en français, un hive en anglais, qui correspond aux clés de registre associées. Donc nous, ce qu'on veut, c'est l'utilisation de FileZilla par Alonso Spire. Donc on va sur Alonso Spire et on prend le ntUser.dat, les clés de registre associées à cet utilisateur. On va pas s'embêter sur tout ce qu'on va regarder la dirty, ouais, vas-y. Et du coup, c'est dans Software, Microsoft, Windows, Current Version, Explorer, User Assist. Donc là-dedans on a plein de GUID qui correspondent à différents je sais même plus d'ailleurs, GUID de ce truc là, ça correspond, je sais plus à quel moment écrire un GUID. En tout cas, voilà, on a des GUID où il y a plein d'applications associées et d'autres où ils sont vides. Et donc là, bon, il n'y en a pas trop, donc on va le faire à la main, mais il y en a quasiment, il y en a que deux qui sont pas vides. Il y a celui-là, on cherche FileZilla,
Donc là c'est qu'un lien. Et l'autre, non c'est pas celui-là, c'était celui-là. Non plus. Celui-là. FileZilla. Voilà. Il est là, AppID, et donc on voit que FileZilla a été exécuté 10 minutes 48, ce qui nous fait 60 x 10, 600, plus 48, 648 secondes pour exfiltrer, pour lancer FileZilla, exfiltrer la donnée et le fermer. Ok, pour la tâche 14. Tâche 15, ça dépend vraiment du contexte. Il demande quel est le projet sensible qui a été exfiltré. Et là pour le coup, j'avoue que je me suis dit mais comment je vais trouver le projet sensible, je connais pas trop le contexte de ce client entre guillemets. Donc du coup je me suis dit bah peut-être qu'il faut simplement chercher sensitive. Et quand on tape sensitive, on tombe effectivement sur 6 événements. 6 événements parmi lesquels on a un fichier qui s'appelle redacted, même un répertoire qui s'appelle redacted sensitive. Et c'est le répertoire attendu, hein, donc c'est dans la vraie vie, en vrai dans la vraie vie ça m'est déjà arrivé, mais je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs sur cette chaîne, de tomber sur des fichiers genre qui s'appelle confidentiel.xls, et donc on se doute bien que c'est peut-être la cible intéressante à ouvrir. Donc c'est pas si incroyable que ça d'avoir un répertoire redacted sensitive. Ok, allez, on arrive sur les tâches 16, il ne reste plus que 3, les 3 dernières. Donc la première elle est assez rapide parce que mais là j'ai eu un coup de chance, mais je le savais déjà avant de faire cette vidéo, alors que l'autre je ne m'étais pas rendu compte que j'avais eu un coup de chance. C'est tout simplement, bon moi direct quand j'ai vu le KeePass extrait avec le dump mémoire de KeePass, ben il faut utiliser une CVE, donc c'est celle-ci, la CVE 2023 32784 que j'avais utilisé il y a peu de temps avant, genre à peine une semaine avant sur un challenge d'un autre site, complètement autre challenge. Donc bah c'était assez rapide pour moi, j'avais fait pas longtemps avant. Donc pour le coup je l'avais fait sur Linux, donc je me suis pas embêté, j'ai retourné sur Linux. Donc j'avais utilisé KeePass dump master key. Alors, juste pour info, hein, que parce qu'il y en a peut-être plusieurs forks, j'en sais rien en vrai, mais bon, je vous donne en tout cas pour info l'URL enfin le GitHub que j'avais utilisé. J'avais utilisé celui-là, KeePass dump master key. Et donc bah c'est simple, hein, on met donc là il faut que je copie, je crois que ah non je l'ai pas fait, ouais, donc faut que je le fasse. Il faut que je copie donc la base de données KeePass qu'on a récupérée avec Network Miner, elle est là. Donc la base de données KeePass, elle est là. Ça, je vais la rapatrier sur l'autre PC, enfin sur l'autre VM. Et là, c'est celle qu'on avait décompressée, hein, la KeePass proc. Elle est là. Et ce fichier là aussi. Donc je rapatrie ces deux fichiers de ce pas dans le répertoire qui va bien. Et je reviens sur la Linux. Hop. Et là, tu peux le faire, merci. Là, si je fais ls, voilà, donc j'ai rapatrié la database et le KeePass proc.dmp. Très bien, et donc je fais bim. Donc la tâche 17, 18 et 19, ouais, il demande des informations. On peut pas le deviner, mais de toute façon on sait que on sait que c'est probable que l'attaquant a fait ça, c'est-à-dire qu'il a utilisé le dump de la mémoire de KeePass pour récupérer. Alors pour info, ça marche plus la CVE là de 2023. Elle marche plus sur les versions récentes de KeePass, hein, heureusement. Mais donc à l'époque sur ces versions-là, on pouvait dumper pas le mot de passe en entier, c'est écrit d'ailleurs ici. Il récupère la master key du KeePass, mais sauf les deux premiers caractères. Donc les deux premiers caractères, il propose un script pour brute force qui est un peu long, donc j'ai plutôt fait à la méthode John. Donc première chose, j'ai utilisé Crunch, donc pour rappel Crunch, hein, pour générer des word lists.
Donc la word list, j'ai tout simplement fait un Python 3 string et j'ai pris tout ce qui était sprint, oh merde, je vais y arriver, printable, donc tous les caractères ASCII qu'on peut imprimer. Et j'ai généré donc une word list de 2 caractères avec tous ces caractères imprimables. J'ai juste retiré le simple quote, puisque sinon dans ma commande ça ferme le simple quote avant. Et donc je me suis dit, si par hasard le mot de passe dans ces 2 premiers caractères c'est un simple quote, je le tenterai après coup. Donc je génère cette liste de mots qui fait 8649 mots. Et j'ajoute à la fin, du coup, donc les 2 premiers caractères on n'est pas sûr, le deuxième ça peut être que un seul, le premier il faut le trouver. Donc je prends tout ça et je l'ajoute à la fin de cette liste de caractères. Peut-être que c'est peut-être plus parlant pour vous si je vous montre la word list à l'instant T. Donc là c'est que des caractères qui suivent. Et j'ajoute à ces 2 caractères la suite. Avec ça, et donc là maintenant la word list elle a bien 2 caractères et le reste on connaît. Il reste plus que à faire un keep_pass to John qui est donc sort le hash de la base de données qui passe et on essaie de le craquer avec la word list que j'ai créée. H qui passe, ça c'est bon. Word list. Pourquoi il veut pas là? Ça a l'air bon aussi. Au moins qu'il est bien réussi, j'ai pas bien regardé ce qu'il m'a dit. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un show. Ah oui c'était ça, il avait bien craqué, je l'ai juste pas vu. Donc c'était un point d'interrogation premier caractère, donc pas si facile à trouver quand même. Et donc je copie ce mot de passe, on va utiliser kpcli, donc la CLI de qui passe, donc j'ouvre database kdbx, je mets ce mot de passe qu'on vient de trouver, pour déchiffrer la base de données qui passe, on voit que elle a un répertoire database que je liste, donc on a pas mal de choses. Je vais faire un ls étoile. Cell c'est pour CD et ls en fait. Non, c'est kpcli. Là on voit qu'il y a un dc admin share et des entrées aussi corporate, forella, plusieurs choses. Donc le dc admin il paraît super intéressant, donc je sais pas, commençons par ça. Je vais network. Faire un ls pour que ce soit plus parlant. Donc get 0 username, 0 c'est l'index, 0 ici, donc c'est bien le compte administrator avec le mot de passe qui est là, et donc ça ce mot de passe c'est la dernière question. Et donc il nous reste la question 17 et 18 qui sont donc les informations top secret machin, le SSN de Arthur. Donc ça se trouve aussi avec le qui passe. Si on va donc sur c'était lequel? Je crois que c'était corporate si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a un truc project. Adapted project. Ouais, je crois que c'est celui-là. Donc en gros on parcourt les différents, on peut utiliser l'interface graphique si vous préférez, les différents mots de passe présents dans ce container qui passe. Et ce mot de passe là, c'est celui qui déchiffre la fameuse archive, hop, qu'on avait depuis le tout début là, la deuxième qu'on avait toujours pas pu déchiffrer, elle est là. Celle-là, donc là on avait essayé de la déchiffrer, ça avait sorti des fichiers vides puisque c'était pas le bon mot de passe. Donc je retente cette archive qui a été exfiltrée via FTP, je rappelle, on l'a trouvé vraiment au tout début. Hop,
Et là, ça marche, c'est le bon mot de passe. Et donc on a une note.txt qui contient un peu de blabla avec ccoms, qui est la réponse à la solution, à la question 17. Et après donc le SSN de Morgan. Et là pareil, il n'y a plus trop à se fouler, il y a juste à ouvrir le JSON. Et il est là, l'SSN de Arthur Morgan, 762 et compagnie. Et voilà, et ça nous amène à la fin de cette longue enquête insane, hein, donc c'est pas simple, c'est normal si vous êtes débutant, tout débutant, que ce soit un petit peu pas encore accessible. Voilà. Donc là j'ai pas rappelé comment on peut la positionner une blue team, parce que là on est une blue team. En tout cas j'espère que vous avez appris des choses. Et je vous dis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est vrai que j'en ai pas eu beaucoup cette année. Et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.